Bonjour à tous et à tous, à tous et à toutes, pardon, et bienvenue dans un épisode spécial. Voilà, on a d'habitude de recevoir directement des universités dans le podcast d'Anywhere Uni. Et aujourd'hui, on fait une session spéciale avec un focus santé. On a énormément de demandes de la part de nos élèves et des parents d'élèves sur ces thématiques-là. Et on s'est dit, bah, autant organiser une rencontre avec des experts pour nous parler un petit peu de tout ce qui existe, nous permettre de faire ce tour d'horizon des études santé. Donc, je suis ravi d'accueillir Fanny avec moi ce soir. Bonsoir Fanny, comment vas-tu? Bonsoir Alban, ça va bien, merci et toi? Bah, écoute, super. C'est un plaisir de t'avoir. Donc, Fanny, je te laisse te présenter si tu veux pour nos auditeurs. Oui, bonsoir à tous. Donc moi, je m'appelle Fanny Michaud, je travaille donc pour Take Me to Med School, qui est une agence qu'on a créée récemment avec deux associés. Je travaille dans le domaine donc de l'éducation à l'international, donc pour une agence qui aide les étudiants qui souhaitent partir étudier à l'étranger dans différents domaines. Et depuis plusieurs années, notamment depuis, on s'est rendu compte, le Covid qui a eu lieu en même temps que le Brexit et tout ça, il y a de plus en plus d'étudiants qui cherchent à pouvoir étudier dans le domaine de la santé à l'étranger. Donc, on a eu vraiment une augmentation depuis 4-5 ans d'étudiants qui cherchent à soit éviter la passe en France, soit qui ratent cette première année de passe et du coup qui souhaitent quand même pouvoir poursuivre ce souhait d'études dans le domaine de la santé à l'étranger. Et du coup, on a décidé de créer cette agence vraiment spécialisée donc, dans les domaines donc, médecine, dentaire, pharmacie, kiné ou même vétérinaire pour les étudiants donc, qui veulent partir à l'étranger tout en revenant du coup en France derrière pour travailler, donc en restant principalement sur l'Union européenne, même si c'est tout aussi possible d'aller à l'étranger, mais on en parlera un peu plus tard. Donc, j'allais te demander un petit peu justement les différentes filières santé. Donc là, tu as tout couvert. Ça, médecine dentaire, bon, ça, pharma. Ouais. Alors, la plupart des étudiants qui partent, on va dire que ça sera dentaire, il y a pharma, il y en a beaucoup qui partent faire vétérinaire également, kiné. Et après, pour ce qui est de médecine à proprement parler, c'est un petit peu différent au niveau du retour en France. Mais c'est vrai que pour tout ce qui va être dentaire, kiné, vétérinaire, pharma, le retour en France, il est hyper facile si on part étudier au sein de l'Union européenne. Donc, au sein de l'Union européenne, un diplôme obtenu dans n'importe quel pays de l'Union européenne, c'est automatiquement accepté. On peut pratiquer en France. Il faut quand même s'inscrire à l'ordre sur place. C'est ça. Il faut bien faire attention quand on s'inscrit à l'étranger d'aller dans une université qui a le programme qui est reconnu par l'Union européenne, donc par leur système déjà national. Et à partir du moment où le diplôme est reconnu au niveau européen, grâce aux accords de Bologne, il sera reconnu également en France. Après, en revenant en France, on vient avec son diplôme européen et en s'inscrivant à l'ordre des vétérinaires, à l'ordre des kinés ou à l'ordre des dentistes, on a une reconnaissance automatique des diplômes. Ok, donc ça c'est effectivement les métiers de la santé. C'est vrai que c'est toujours un domaine où je dis aux étudiants de faire attention. On peut, quand on pense au business, aux relations internationales, on se dit bah, je peux aller étudier, faire mon bachelor au Canada, faire mon master en France, et puis après aller travailler encore ailleurs. Dans la santé, c'est quand même des métiers qui sont régis de manière beaucoup plus stricte, où chaque pays va avoir des règles beaucoup plus strictes. Et donc, ça, on a un peu l'impression que ça limite la mobilité internationale possible. Tout à fait, c'est beaucoup plus strict, beaucoup plus cloisonné, mais à partir du moment où on reste, il y a cet accord européen qui a été mis en place. À partir du moment où le diplôme est reconnu par son pays avec les critères européens, il sera reconnu en France. Après, on ne peut pas non plus juste revenir en France avec son diplôme de kiné espagnol ou croate et ouvrir son cabinet. Il va quand même falloir s'inscrire à l'ordre des kinés pour faire reconnaître son diplôme. La plupart du temps, c'est reconnu directement. Il peut arriver, en fonction de l'établissement duquel vient l'étudiant, qu'on leur demande de faire un stage supplémentaire pour pouvoir compléter, pour vraiment qu'on ait exactement le même diplôme que le diplôme français. Et tu disais, pour la médecine, c'est un petit peu différent? Pour la médecine, c'est un petit peu différent parce que, alors pour ce qui est de médecine, il va y avoir 6 ans d'études. Ça, c'est la base. Ça, c'est la base. Ça, c'est vraiment le diplôme, le master, le diplôme universitaire. Au bout de ces 6 années de médecine, les étudiants vont passer le concours de l'ENA qui leur permet de choisir leur spécialité.
Si si on fait ces 6 ans de médecine à l'étranger, on ne peut pas s'inscrire au concours d'internat français avec ces 6 ans de diplôme espagnol. Ce qu'il faut dans ce cas-là, c'est avoir au moins passé la 6e année en France, ou sinon, ça, c'est pour faire le concours d'internat en France. Après, c'est ce que j'explique aussi aux étudiants. C'est pas spécialement une bonne idée de passer son concours d'internat en France si on a étudié pendant 5 ou 6 ans en anglais. Oui, pour le concours, ouais, c'est ça. En termes de préparation, on n'est peut-être pas aligné parfaitement. On n'est déjà premièrement pas aligné parfaitement et en plus, on a tout le vocabulaire en anglais et pas en français, ce qui fait que ça reste quand même des études qui sont assez compliquées. Donc par contre, si l'étudiant fait ses 6 ans de médecine à l'étranger, passe son internat à l'étranger, fait sa spécialité, donc que ça soit pour médecine générale ou neurochirurgien dans le pays où il souhaite faire l'internat, après, une fois qu'il a sa spécialité, il peut revenir en France et faire reconnaître son diplôme en France. Mais le diplôme complet. C'est ça. Donc, en fait, soit il faut. En fait, avec les. Donc, c'est les crédits ECTS. C'est ça qu'on obtient en Union européenne. Donc, en fait, il y a possibilité parfois de faire sa 6e année étudiée en France pour se préparer à l'internat, mais c'est pas forcément évident. L'idéal, en fait, c'est plutôt de faire tout son cursus jusqu'au bout. Et là, ils sont obligés de reconnaître même la spécialité avec laquelle on arrive d'un pays. Ça, c'est comme ça aussi aujourd'hui en 2025. Oui. Dans 6 ans, 7 ans, on ne sait pas du tout où on sera. Après, on voit aussi qu'il y a énormément d'étudiants français qui vont faire leurs études de médecine en Roumanie. Et en fait, il y en a très, très peu qui reviennent en France tout de suite. Et il y en a très peu aussi qui font leur internat en Roumanie. Il y en a qui vont faire leur internat en Allemagne ou dans d'autres pays qui sont plus souples et qui permettent aux étudiants de pouvoir faire leur internat. D'accord. La France est un petit peu rigide pour le moment là-dessus. Donc, en fait, c'est ça, parce qu'on parle de la France, mais en fait, à partir du moment où on démarre dans un pays de l'Union européenne, si on a la maîtrise de la langue notamment, on peut en fait aller faire peut-être son internat ou pratiquer dans n'importe quel autre pays de l'Union européenne. De l'Union européenne, ça c'est l'avantage, même si, sans parler de la médecine, même s'ils font leur diplôme de dentiste à l'étranger, ils peuvent travailler partout au sein de l'Union européenne. Alors, en France, on connaît bien le système. Je le rappelle rapidement pour nos auditeurs qui peut-être sont moins familiers avec la réforme. On a la PASS et la LAS, qui est une réforme qui permet d'essayer de ne pas perdre son temps, entre guillemets, si on n'arrive pas à rentrer en médecine, en pharma, en dentaire, et de progresser vers une licence, donc équivalent à un bachelor, dans un autre domaine peut-être que la médecine, si on n'arrive pas à passer en médecine. Au final, avant, on avait ce qu'on appelait la PACES, c'est ça? Qui était avec un concours de fin de première année. Au final, c'est un peu similaire. C'est-à-dire que même si c'est assez facile de rentrer en PASS ou en LAS en France, en première année, ça reste très difficile en fait de vraiment intégrer la filière santé qu'on veut derrière. C'est un peu le souci. Le changement qu'il y a eu entre la PACES et la PASS-LAS, c'est que maintenant, les étudiants qui vont faire leur première année de PASS en France, à la fin de cette première année, ils vont avoir le concours de médecine qui leur permet de partir sur médecine, dentaire ou autre. S'ils n'ont pas ce qu'ils veulent, ils ne peuvent pas repiquer cette première année. Ils ne peuvent plus. Donc, ils sont obligés soit de partir en LAS, soit de partir dans quelque chose de complètement différent. C'est là qu'il y a pas mal d'étudiants des fois qui, vu que c'est une histoire de concours et de classement, vont avoir des super notes, mais ne vont pas avoir dentaire ou à quelque chose qui les intéressait vraiment, vont se tourner vers l'étranger parce qu'ils ont largement le niveau pour pouvoir étudier et réussir. Alors justement, cette histoire de niveau, parce que c'est vrai que je vois bien la PASS, la PASS et la LAS, ça fait peur à beaucoup d'élèves, même des bons élèves qui se disent, bah ouais, il n'y a pas de... Et c'est une année où on va travailler, on va tout donner pour travailler hyper dur, sans garantie d'être admis derrière. Est-ce que c'est vraiment plus facile d'accéder à ces études de santé dans d'autres pays de l'Union européenne? Alors, c'est complètement différent dans le sens où déjà à l'étranger, on ne va pas avoir une année commune à tout. On va partir tout de suite sur dentaire ou tout de suite sur kiné. Donc, on part directement dans notre domaine de spécialité. Après, souvent, ça va être sur dossier scolaire, lettres de motivation et des fois des examens supplémentaires. Là, je parle quand même principalement des universités privées et pas des universités publiques. Donc, ça va être un peu plus facile pour un bon élève d'être admis. Après, c'est pas plus facile derrière de réussir. Il faut pas se dire, je suis mauvais élève en France, je pourrais pas réussir médecine, je vais aller à l'étranger, ça sera facile. Non, ça reste des études compliquées et dans une langue différente. Par contre, les bons étudiants
qui se font ramasser à la fin de la première année de médecine en France, alors qu'ils ont largement le niveau, peuvent vraiment réussir à l'étranger. Oui, c'est ça. Donc en fait, c'est une approche différente. Bah, déjà, ça, c'était un truc que moi, je ne comprends pas. On va pas refaire le système, mais en France, le fait de mettre tout le monde dans la même première année et qu'on se retrouve avec des dentistes qui voulaient faire médecine à l'origine alors que c'est quand même des métiers bien différents, quel dommage, j'ai envie de dire, alors qu'on a des vocations plus spécifiques, sage-femme, kiné, dentaire, médecine, de ne pas séparer les choses. Bon, ça, c'est le système français comme ça. Et ça, c'est un vrai avantage parce qu'effectivement, du coup, les étudiants qui veulent faire dentaire se retrouvent plus en compétition avec ceux qui veulent faire médecine euh, et, et vice-versa. Donc, Exactement, et en plus, c'est vrai que cette première année en France, a tendance à un peu broyer les étudiants français. Ils se retrouvent à, comme tu disais, à énormément travailler cette première année, à s'épuiser et pour au final peut-être pas être pris. Donc déjà, il y en a pas mal qui partent à l'étranger pour éviter cette pression, qui est pas vraiment utile, et en plus, cette première année en France est très théorique, c'est vraiment que du bachotage. ouais. Alors qu'à l'étranger, dès la première année, ils ont du pratique parce qu'ils sont déjà, en véto, ils sont déjà en dentaire, et du coup, ils vont tout de suite commencer un peu de pratique sur, des robots, sur, de la réalité virtuelle, qui est quand même beaucoup plus, intéressant que d'apprendre par cœur, tout en ayant le même niveau à la fin. Ça, en fait, on a un système un peu. Bon, c'est pas la prépa comme la prépa en France avec les 2 ans, mais en tout cas, c'est un peu la même logique de continuation avec très théorique. On va aller approfondir les connaissances théoriques de manière forte, en fait, plus pour préparer un concours que vraiment pour. Exactement, parce qu'en France, on va avoir à la fin de cette première année un concours et c'est vraiment, eh ben, réussir à être le meilleur, alors qu'on peut être très très bon, mais il suffit qu'on soit un tout petit peu moins bon que celui qui est devant nous pour ne pas avoir ce qu'on souhaitait avoir. Ouais. Alors qu'à l'étranger, il n'y a pas cette notion de concours. Si on est admis dans le programme et qu'après, évidemment, comme tu disais, c'est des études qui sont évidemment exigeantes. Voilà, il y a des stages, il y a beaucoup de travail, etc. Donc, c'est pas forcément des études faciles, ces études de santé à l'étranger. Mais en tout cas, si on est rentré dans le programme, si on réussit à passer ces années, on va au bout. Il n'y a pas ce coup près de dire, bah, il y a un quota avec tant de places. Oui, pour continuer à progresser. Après, ça va dépendre des programmes et ça va dépendre des pays, mais la plupart du temps, en effet, il suffit de valider ses crédits pour pouvoir passer dans l'année suivante. Et alors, est-ce que parce que les élèves, là on parle des élèves francophones, qui peut-être maîtrisent d'autres langues, notamment l'anglais, peut-être l'espagnol. Euh, les pays européens, ils ont chacun leur langue. En France, par exemple, c'est pas possible d'étudier la médecine, ni dentaire, ni pharma en anglais. D'ailleurs, il n'y a même pas d'option privée, vraiment, pour ça. Donc là, tu me dis tout à l'heure, oui, plutôt vers le privé. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer comment ça marche dans le reste de l'Union européenne? Il y a des diplômes complètement certifiés dans le privé. Il y a des possibilités d'étudier dans une autre langue que la langue locale du pays. Comment est-ce que ça fonctionne? Le pays qui se démarque le plus et là où vont beaucoup les étudiants français, hormis la Roumanie, là, ces dernières années, on voit vraiment une augmentation des étudiants qui vont vers l'Espagne, parce que l'Espagne va proposer des programmes autant de dentaire, kiné, vétérinaire, en espagnol bien sûr, mais également en anglais. Donc là, il faut un niveau B2, mais il y a même des programmes en français. Tellement il y a de français, ils ont carrément créé des programmes en français. Tout du long ou la première année seulement? Les 2 premières années. À partir de la 3e année, dans tous les cas, il faut parler la langue du pays parce qu'ils commencent à rencontrer les patients. Qu'on soit en Croatie, en Hongrie ou en Espagne, il va falloir apprendre la langue du pays. Mais par contre, donc l'Espagne va avoir des programmes en anglais et de plus en plus, toutes les universités privées sont en train de multiplier leurs programmes en anglais dans le domaine de la santé. En Italie, on va également avoir certaines universités privées qui proposent des programmes en anglais. Et après, tous les pays de l'Europe, le Portugal aussi, et tous les pays de l'Europe de l'Est vont aussi avoir des programmes en anglais. Et là, ça sera du 100% anglais. Les 6 années ou les 5 années seront en anglais. D'accord. Donc ça, c'est possible également. Et ça, c'est pas un problème justement pour les élèves, imaginons, je sais pas, ils font Ça veut dire qu'en Roumanie, en République tchèque, tout le monde parle anglais suffisamment bien pour qu'ils puissent faire leur placement à l'hôpital et que ce soit pas un souci qu'ils maîtrisent pas le roumain. Ils auront des cours de la langue du pays de toute façon. Mais c'est vrai qu'après, la France reste un pays très francophone. En Croatie, en Hongrie, il y a beaucoup de gens qui vont parler anglais également. Mais de toute façon, ils vont aussi avoir des cours. On va avoir, par exemple, l'université de Nicosie à Chypre, qui est un de nos partenaires.
Les cours vont être entièrement en anglais, mais ils ont dès la première année des cours de grec parce qu'à partir de la troisième année, ils vont rencontrer des patients et il va falloir leur parler en grec. Donc, ça permet aussi de finir au moins trilingue à la fin, que ce soit en espagnol, en croate ou autre. De toute façon, en vivant dans le pays, au bout d'un moment, normalement, on commence aussi à apprendre les bases. Oui, d'accord. Ça fait partie de l'expérience aussi de se lancer dans un pays comme ça, d'évidemment apprendre la langue et d'autant plus s'il faut rencontrer des patients au bout d'un moment. Ok, donc et ces options-là, tu disais de même démarrer en français, on voit ça où en Espagne, il y a d'autres pays qui proposent ça? Alors, en Espagne, on va avoir certains programmes, en effet, où on commence en français. Bon, bien sûr, il y a la Belgique qui est en français. Et sinon, il y a également le Portugal où il va y avoir plusieurs universités qui vont proposer la première année en français avec des cours de portugais et après, ils switchent au portugais à partir de la deuxième année. Alors, est-ce que, là, on parle de plein de filières de santé aujourd'hui. Est-ce que tu disais, enfin, déjà, on avait vu que la médecine était un peu différent parce qu'il y a cette notion de spécialisation d'internat par la suite. Est-ce que la médecine est accessible en anglais dans tous les pays d'Europe? Pas tous les pays d'Europe et pas en full anglais partout. C'est-à-dire qu'on va l'avoir au moins la première année 100% anglais en Italie, en Hongrie. Nous, dans nos partenaires, on a plusieurs universités partenaires. On va avoir, là on est sur médecine. Oui, médecine. Ouais. On va l'avoir en anglais en Italie, on va l'avoir en Hongrie, on va l'avoir en Croatie, en République tchèque, en Lettonie, en Lituanie. Il y a pas mal de pays qui le proposent comme ça. L'Espagne, ça sera plus du 50-50. Il va falloir quand même parler un peu espagnol. Il va falloir prouver un certain niveau d'espagnol pour pouvoir être accepté au départ. Ils n'ont pas encore du 100% anglais. Ça viendra. Ils en ont dans le groupe support médical, mais pas dans la médecine. Sur la médecine, ils ont du bilingue. Par contre, sur tous les autres, ils ont de l'anglais ou même du français. Ouais, c'est ça. Ok. Ou espagnol. Mais par contre, c'est aussi parce que l'Espagne, ils sont quand même très, très, très sélectifs. Les autres pays seront peut-être un peu plus accessibles aux étudiants français. Ok, donc un peu plus Au niveau sélectif. du dossier scolaire. Oui, c'est ça. Au niveau des notes, un peu plus sélectif. Ouais. Donc, est-ce qu'on a affaire à chaque fois à des universités privées? Est-ce qu'il y a une différence au final, que ce soit public ou privé, en termes de reconnaissance de diplôme? Ça sera la même reconnaissance de diplôme à la fin. La principale différence, c'est que les universités privées seront plus accessibles aux étudiants internationaux parce que la plupart du temps, le public est quand même fait pour favoriser les étudiants locaux ou nationaux. Et après, il y aura une différence de coût obligatoirement entre le public et le privé. La différence aussi entre les universités publiques et privées, c'est qu'au niveau du privé, chaque université va avoir son système de recrutement propre. Elle peut décider de recruter de telle ou telle manière. Alors que les universités publiques vont être obligées de suivre le recrutement national. Donc, souvent quand même plus accessible pour un étudiant international de rentrer dans une université privée. Parce que je vois bien qu'il y a un intérêt, par exemple, tu parlais de l'Espagne, effectivement, je vois qu'il y a un vrai intérêt vers l'Espagne en ce moment. Les universités publiques en Espagne, pour la médecine, hyper compliqué d'accès parce qu'il y a la sélectivité, il faut passer des Quasi matières. impossible pour médecine. C'est ça. Mais, donc en fait, là, on parle d'universités privées en Espagne où là, il n'y a pas besoin de faire cette conversion, nota décorté, tout ça. Il n'y a pas besoin de ça, vraiment sur dossier. Vraiment sur dossier, et chaque université va avoir son système de recrutement, et même des fois au sein de la même université, en fonction des programmes, ils vont avoir des systèmes de recrutement différents. Donc c'est là où nous, on intervient aussi, c'est qu'en fonction du dossier de l'étudiant, quand un étudiant va nous contacter, il va nous montrer son dossier scolaire et on va pouvoir dire, dans celle-là, tu as des chances, dans celle-là, moins, parce qu'il y en a qui vont regarder que les notes de première, et il y en a qui vont regarder plus les expériences qu'ils ont pu avoir au niveau de expérience professionnelle, d'autres plus le bac. Donc, c'est vraiment en fonction, chaque étudiant, normalement, va avoir son université qui lui correspond. D'accord, c'est pour ça d'ailleurs qu'on est content de ce partenariat, c'est parce que cette expertise-là, avec tous les pays que tu as mentionnés, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Chypre, etc., voilà, ça devient très technique. Et voilà, le fait de pouvoir dire, quand vous voyez un dossier d'élève, là, toi, tu aurais plus tes chances qu'ici parce que tu as fait plein de stages. Toi, par rapport à tes notes, c'est suffisamment compétitif. Tu disais, l'Espagne est peut-être plus compétitive que d'autres pays, donc voir quel élève pourrait être compétitif. Et parfois, il y a des tests à passer. Est-ce que c'est toujours le même test ou est-ce que ça a des tests différents Ça va être des tests différents en fonction des universités et en fonction des programmes. Alors, la plupart du temps, les tests, ça sera vraiment pour les programmes de médecine.
Après, pour ce qui est dentaire, kiné, vétérinaire, il n'y a pas toujours des tests, ça dépend des universités et ça dépend aussi des fois de la langue. C'est-à-dire que si c'est pour postuler à dentaire en anglais, il y aura un test, mais dentaire en espagnol, il n'y aura pas de test. Sans parler du test de langue, hein. Là, je parle vraiment d'un test en biologie, physique, chimie. Donc, c'est vraiment en fonction en fonction des besoins d'étudiants dont ils ont et également en fonction des profils des étudiants qu'ils ont pu avoir les années précédentes. Des fois, ils vont rajouter des tests ou enlever des tests pour être sûr d'avoir vraiment les étudiants qui correspondent au niveau qu'ils attendent. Alors, ça m'amène à la question du choix des spécialités dans le système français. Et avec le nouveau bac, qui est quand même, il y a plus de risques de faire des erreurs. Et pour la médecine, moi, ce que j'ai pu observer, c'est qu'il n'y a pas forcément, il y a plusieurs options, on va dire. Et triplette scientifique semble un peu logique en première, avec maths, physique, chimie, SVT. Par contre, en terminale, voilà, il y en a qui ont l'impression que c'est mieux de garder les maths en spécialité, d'autres où il vaut vraiment mieux garder SVT, physique, chimie en spécialité, passer en maths complémentaire. Est-ce qu'il y a une règle au niveau de l'Union européenne qui se dégage du meilleur combo jusqu'en terminale, ou est-ce que ça dépend vraiment des pays et des universités? Alors, ça dépend vraiment des pays. Après, pour médecine, la plupart du temps, SVT, c'est bien de le garder. Par exemple, si vous voulez postuler au Portugal, si vous n'avez pas la SVT en terminale, c'est foutu. Pour tout ce qui va être dentaire, kiné, pharma, sans SVT en terminale, ils ne regardent même pas le dossier. D'autres universités en Europe de l'Est, pareil, il va falloir avoir la biologie et souvent la physique-chimie. Et c'est là où on se retrouve avec des étudiants français qui vont dire bah, mais moi, en France, il faut aussi que je garde les maths pour pouvoir tenter médecine. Donc, c'est vrai qu'au moment où il va falloir choisir entre maths, physique, chimie, SVT, lequel on sort, ça dépend si l'étranger est le premier choix ou pas, mais idéalement, essayer de garder au maximum la SVT. Après, physique, chimie ou maths, peu importe, mais essayer de garder la SVT souvent. Ouais, ça dépend des pays. Et donc, c'est là que c'est bien de s'y prendre à l'avance et d'avoir un peu un plan d'attaque pour te dire, bon, bah, sereinement, je passe en maths complémentaire parce que je sais que là où je regarde, c'est bon. Un étudiant alors l'idéal, c'est un étudiant qui arriverait en première pour dire: «Moi, j'aimerais étudier à l'étranger tel domaine». Là, on pourra dire: «OK, et ben, si tu veux étudier dans telle université, il faut que tu gardes telle spécialité et que tu arrives à avoir telle moyenne, dans chaque spécialité». Souvent, un étudiant qui va arriver, qui est déjà en terminale ou en première année de passe, ça va limiter les options parce qu'obligatoirement, les spécialités seront pas, obligatoirement les mêmes. Et donc là, oui, ça peut fermer certaines portes. Ça peut fermer certaines portes. Normalement, garder la SVT, c'est ce qui ferme le moins de portes possible. D'accord. Ah, parce que ouais, il y a des endroits où la chimie, c'est quand même hyper important aussi pour la médecine. Alors des fois non, oui, mais pour la médecine, ça sera plus la SVT. Il y a certains pays où, pour vétérinaire, ça sera la chimie qui sera demandée plutôt que la SVT. Donc ça, c'est effectivement, voilà, la triplette scientifique te semble logique en première, en tout cas. Clairement et bien travailler les langues également, Oui, par rapport au niveau de langue demandé, potentiellement, notamment l'anglais. par rapport au niveau d'anglais, qui sera demandé. Donc tu disais que c'était un niveau pour étudier en anglais dans ces universités-là. Est-ce que tu disais c'est un niveau B2? Tu as des scores un peu en IELTS, TOEFL, un peu qui sont des scores à atteindre, ou ça dépend vraiment pareil de chaque programme, chaque Ça université? dépend des universités. Alors après, souvent, ça va être un B2, donc un 6,5 à l'IELTS, ou des fois, certaines acceptent le Duolingo, qui est quand même aussi plus facile. Alors, pas plus facile à passer, mais on a les résultats plus vite, on peut le repasser, Moins cher. euh, moins cher. Après, il y a quand même pas mal d'universités aussi qui, de toute façon, veulent leur test interne. Donc, il n'y a même pas besoin de présenter d'IELTS, ça sera leur test interne. Évalue l'anglais et d'autres matières via leur test interne. Exactement. On peut avoir un C1 au Cambridge, ils s'en fichent, ils voudront leur test interne. Et c'est vrai que souvent, ça va être pas mal ça. Donc aussi, en fonction des universités où l'étudiant veut partir, s'il n'a pas encore passé de test, on va pouvoir choisir quel test est le plus pertinent à passer pour pouvoir avoir le plus de possibilités derrière. Alors, est-ce que je sais qu'il y a des pays où, enfin, en tout cas, notamment au Royaume-Uni, je sais que pour la médecine, il faut parfois avoir 18 ans révolus le premier jour du programme. Est-ce que ça, c'est une règle qui existe dans d'autres pays, dont tu as connaissance en Europe, ou est-ce que un élève qui aurait 18 ans à la rentrée universitaire, 17 ans, pardon, à la rentrée universitaire, pourrait quand même envisager des études médicales?
Alors, il y a certains pays où il faut avoir 18 ans, mais c'est pas la règle générale. On peut avoir. Alors après, 16 ans, là, ça va être compliqué. Mais par contre, si l'étudiant va avoir 18 ans dans l'année, normalement, il n'y a pas de souci dans la plupart des pays. Alors, si on parle un petit peu encore des notes, hein, tu disais que ça peut être un peu différent selon les pays, et ça c'est aussi votre cœur d'expertise de pouvoir guider les élèves par rapport à ça. Mais est-ce que, est-ce que, à partir de quel niveau de notes, c'est en gros, hein, évidemment, parce qu'il y a plein de pays, il y a plein d'universités, plein de programmes, mais on a parlé des spécialités, bon, qui étaient quand même essentielles, hein. Je pense qu'effectivement, un élève qui aurait ni maths, ni SVT, enfin voilà, qui aurait qu'une science sur les trois, ce serait compliqué. Mais en termes de dossier, est-ce que, après, on peut évidemment différencier entre vétérinaire, médecine, voilà. On sait que vétérinaire, par exemple, en France, c'est ultra difficile d'accès. Médecine, c'est très difficile. Et est-ce que tu dirais que bah, même un élève qui a 12, qui est régulier, il peut avoir des options, ou c'est plutôt à partir de 14 que ça devient compétitif pour ce type de programme de santé, où il faut carrément être à 15-16? Est-ce que tu as un ordre d'idée un petit peu du niveau de dossier pour espérer avoir une chance, même si c'est pas partout? Alors, ça va dépendre justement du domaine. C'est-à-dire que médecine et vétérinaire, c'est clairement les deux où il faut avoir les meilleures notes. Donc, un étudiant qui va avoir 15, 16, 17 a ses chances en médecine ou en vétérinaire dans certains pays. Là où, surtout, ils vont aussi regarder l'examen, un examen interne. Donc, c'est-à-dire que même avec 15 de moyenne au bac, ils vont vérifier son niveau en biologie, physique, chimie à travers un QCM. Et c'est là où on peut justement se rattraper. Des étudiants avec 15-16 de moyenne peuvent aussi être pris en tant que vétérinaires s'ils arrivent à prouver dans une lettre de motivation et dans les expériences professionnelles qu'ils ont déjà travaillé, fait des stages, fait du bénévolat à la SPA. Donc, tout ce qui peut être ajouté, il y a certains pays et certaines universités où c'est là où justement on va essayer de booster le dossier si académiquement parlant, il est un peu léger. Même si 15 de moyenne, ça reste une très bonne moyenne. Des fois, c'est un petit peu léger pour vétérinaire. Pour dentiste, du 14-15, c'est aussi possible. Ça ne veut pas dire que c'est impossible en dessous. Par contre, ça sera plus compliqué, il y aura moins d'options. Kiné, pour le moment, c'est le plus simple. C'est-à-dire qu'avec du 11-12 de moyenne, on peut avoir des options vraiment sympas. Ok. Après, par contre, la chose à savoir, c'est qu'il y a certains pays, notamment en Europe de l'Est, où si on a une note en dessous de 10 au bac, même si c'est en EPS, on n'est pas éligible. On ne peut pas. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui est courant, le fait d'avoir une offre conditionnelle au bac avec des notes particulières à avoir au bac? Alors, c'est-à-dire qu'ils vont. Alors, la plupart du temps, ils ont déjà présenté leur bac, mais sinon, ça sera une condition. Mais, par exemple, en Lettonie, à Riga, ce qu'il faut, c'est avoir 12-13 de moyenne en physique-chimie, en biologie et en maths. Si on arrive à prouver 12-13 en biologie, physique-chimie et maths, normalement, on a de fortes chances d'être accepté. Après, il y a un entretien pour vérifier en plus. Mais par contre, s'il a 9 de moyenne en philo, c'est foutu. Et c'est là où souvent, sur des dossiers assez scientifiques, des fois sur le bac de français ou sur la philo, ils sont un peu plus légers. Il faut essayer de toujours avoir plus de 10 de moyenne. Ah ok, ouais, c'est intéressant, ça c'est une règle que j'avais pas entendu, j'avais pas connaissance. Ok, très bien. Alors un autre élément donc, qui évidemment est au cœur des préoccupations des élèves et des familles, c'est les frais de scolarité, puisqu'on est là sur des universités plutôt privées. Euh, alors, c'est quoi l'ordre de grandeur? Est-ce qu'il y a des énormes différences entre les pays? Est-ce qu'il y a des énormes différences entre les filières? Qu'est-ce qu'on peut trouver? Si tu nous fais rapidement, on va pas passer sur toutes vos universités partenaires, mais quelques-unes un petit peu, voir un peu les ordres de grandeur, ça correspond à quoi en termes de frais de scolarité, ces études de santé en Europe? Alors, les études de santé en Europe, on va vraiment avoir un spectre très large. Entre kiné, ça sera le moins cher. On peut avoir du kiné à 7 000 € par an en Espagne ou au Portugal. Ok. Le Portugal, on sera toujours dans les 7 000 - 8 000 €. L'Espagne, ça peut aller de 7 000 € pour kiné à 24 000 € par an pour dentaire. Donc, on est vraiment du simple au triple. Ouais. Là, je suis entre différentes universités aussi, hein. Mais entre kiné en espagnol et dentaire en anglais, on va monter à 24 000. Ça, c'est un peu la marge en Espagne. On peut monter jusqu'à 29 000 € par an pour médecine en Allemagne.
C'est une université privée, roumaine qui est basée en Allemagne, donc c'est un peu particulier, mais c'est ce qui permet aussi de et c'est en anglais, mais c'est ce qui permet aussi de pouvoir faire son internat en Allemagne et cetera. Donc dans les cliniques, donc c'est quand même plus souvent, assez intéressant pour les étudiants. Après sinon, en moyenne, au niveau de l'Europe de l'Est, on va être entre 12 et 18 000 € par an, que ça soit pour dentaire, Oui. dentaire ou médecine. Kiné, on sera encore beaucoup moins cher, ouais. Pas trop de possibilités de bourse, j'imagine, pour les étudiants internationaux sur Il y des a pas universités. de bourse. Ils ont pas de bourse sur la santé. Ça, par contre, il faut vraiment se dire que, les frais de scolarité, il faut les avoir. Après, là où les étudiants peuvent peut-être des fois réussir à réduire les coûts, c'est, s'ils sont pris dans 2 universités, dans 2 villes différentes, bon, bah, obligatoirement entre, Madrid et le sud de l'Espagne, le niveau de vie sera pas le même, donc la vie sera pas les mêmes coûts. Pareil entre, Budapest et Riga. Ouais. On n'aura pas, donc peut-être des fois ne pas oublier en tout cas quand on postule, que oui, il y a les frais de scolarité, mais il y a aussi les frais de vie derrière et des fois on peut gagner, juste sur, ces frais de vie. Et donc il faut vraiment voir l'enveloppe globale et ça, c'est pareil, j'imagine, avec la famille, vous pouvez assez rapidement dire: «Bah, c'est quoi votre enveloppe globale de budget, coût de la vie et frais de scolarité compris?» Et en fonction du dossier et des notes du budget de la famille, pouvoir aiguiller sur quelles sont les meilleures options. Nous, ce qu'on regarde, c'est que on regarde le niveau académique, le niveau linguistique, le budget et s'il y a aussi des pays où ils veulent surtout aller ou surtout pas aller. S'il y a aussi des fois, je veux surtout pas aller par là ou, donc ça peut être aussi, en fonction de ça. Mais, au niveau des frais de scolarité, on va être vraiment, enfin, il faut faire attention aux frais de vie autour et il faut prendre ça en considération, en fait, dans l'enveloppe, de départ. Donc, bon, je mets déjà le lien là dans les commentaires et d'ailleurs je vous encourage, tous ceux qui nous suivent là, à poser vos questions. N'hésitez pas à mettre, vos questions, pour que Fanny puisse y répondre. Je prendrai les questions, on prendra les questions évidemment. Donc j'ai mis un lien là pour ceux qui sont intéressés pour être, rentrer en relation avec Take Me to Med School. N'hésitez pas à remplir le formulaire. Ça vous permettra voilà, justement d'accéder à l'expertise de Take Me to Med School sur, de manière spécifique, les études de santé, heu, notamment dans l'Union européenne, voilà, pour avoir accès à ça. C'est ça aussi, je savais bien que je pensais à quelque chose. Au niveau des frais justement de scolarité et frais de vie, l'avantage d'être au sein de l'Union européenne, c'est que vu qu'ils ont pas besoin de visa, ils peuvent aussi travailler, heu, dans le pays pour, gagner un petit peu d'argent. Alors même si ça reste des études souvent qui sont assez, qui prennent du temps, il y a la possibilité quand même de travailler à côté s'ils veulent, Et du coup, comme en France, au bout d'un moment, avec les les stages universitaires qui tiennent, bah, au fur et à mesure des années, ils vont aussi être rémunérés au bout d'un moment. alors pas pendant les études. Bah, pas pendant les études, mais je veux dire quand ils arrivent en internat, quoi. Ouais. Ouais. C'est ça. Alors après, là, on parle vraiment de l'Union européenne. Il y a aussi des étudiants qui veulent partir étudier la santé, à l'étranger, donc hors Union européenne. Là, ça sera différent parce qu'au niveau il y aura des demandes de visa et du coup, là, pour travailler, ça sera pas, obligatoirement, aussi. Ouais. Bah, alors là, on a une question, ça va être très bien, parce que ça m'amène à ma prochaine question. Est-ce que vous avez des universités partenaires dans les pays scandinaves? Et du coup, est-ce que tu peux nous dire un peu les pays dans lesquels vous avez des partenariats? Et puis peut-être me mentionner enfin, voilà, soit mentionner des universités ou en tout cas les pays, dans lesquels on peut faire, telle ou telle filière? Alors nous, on n'a pas spécialement de partenariat dans les pays scandinaves. Nous, les pays avec lesquels on a des partenariats, c'est vraiment, alors au départ, c'était l'Espagne parce que clairement, c'est là où il y a une énorme demande. Et donc, on est vraiment partenaire avec beaucoup d'universités privées espagnoles. On en a aussi en Italie, en Hongrie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, le Portugal, la République tchèque. Je pense qu'on est déjà pas mal. Et puis, du coup, l'Allemagne également avec une université roumaine. Il y a beaucoup d'étudiants qui vont également en Roumanie. Alors, nous, on ne travaille pas en partenariat avec les universités roumaines parce qu'ils ne travaillent pas avec des agents. Mais après, si un étudiant a besoin, d'accompagnement, on peut aussi, voir pour accompagner. De toute façon, on peut proposer un accompagnement sur principalement nos universités partenaires parce que c'est vrai que là, on les connaît très bien, on sait ce qu'elles veulent et en plus, on a des contacts privilégiés dans les universités. Donc, ce qui nous permet des fois aussi, de montrer le dossier avant, histoire d'être sûr qu'il y a des chances et que ça ne veut pas dire que l'étudiant sera pris, mais au moins on sait qu'il est admissible.
Après, on reste ouvert, et puis on crée des partenariats aussi, on signe des partenariats avec des universités assez régulièrement. Est-ce que la Pologne? Alors nous, on n'a pas de partenariat encore avec la Pologne, parce qu'en fait, c'est vrai qu'on crée les partenariats au fur et à mesure de la demande aussi. C'est vrai que vu qu'on n'a jamais eu de demande pour la Pologne, on n'a pas vraiment cherché à créer de partenariat. Mais rien ne nous empêche, dans ce cas-là, si un étudiant souhaite des informations, de les contacter et de créer, voir Oui, s'ils sont intéressés par. OK. Et donc, où tu disais, euh, voilà, enfin, si vous accompagnez les élèves, même s'ils ont des options hors des universités avec lesquelles vous travaillez directement, vous pouvez les aider aussi. Par exemple, l'Irlande, est-ce que c'est une destination que vous avez déjà fait ou... Alors, le problème de l'Irlande, c'est que c'est un peu comme l'Angleterre, voire pire. Là, je vois qu'on me met Irlande Trinity. Trinity, clairement, pour médecine, si on n'a pas 19,5 de moyenne, Oui, c'est pour ça. la médecine, c'est. Pas possible. Ouais. L'Irlande, c'est très, très, très sélectif Parce que pour c'est la. des universités, enfin, publiques, il n'y en a que 8 dans le pays des universités, donc très très peu de programmes de médecine, très peu cher pour les étudiants européens. Donc c'est ce que j'avais vu dans la dernière nouvelle, c'est ça, fallait quasiment 20 de moyenne pour avoir une chance. C'est ça. Si on n'a pas 19,5, c'est compliqué. Pour l'Angleterre, il va y avoir des programmes qui sont accessibles aux étudiants internationaux, hein. Après, il va falloir aussi avoir un très bon dossier scolaire, mais ils regardent aussi beaucoup l'expérience de l'étudiant. Donc, si on fait vétérinaire, il faut avoir fait des stages dans des cabinets de vétérinaires, idéalement dans des fermes. C'est quelque chose qui est très mis en valeur au niveau des universités britanniques. Donc ça, c'est des choses qui peuvent des fois faire la différence dans les dossiers. Ouais, 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 tout à fait. Ouais. Ça, de toute façon, de manière générale, c'est bon de faire ce genre de stage. Donc, pour les domaines vétérinaires, voilà, être en lien avec les animaux et tout type d'animaux. Euh, et puis, dans le côté médical, il y a le côté care, même si on n'est pas directement en hôpital, on sait bien d'avoir des stages aussi près de professionnels de santé, mais même voilà, s'occuper d'enfants, de personnes âgées, de personnes en situation de handicap, etc. Tout ça, c'est des choses qui peuvent être valorisées dans certains dossiers lorsqu'il y a un entretien ou voilà, ça. Tout à fait. J'en parlais avec une université partenaire il n'y a pas longtemps, une université à Valence, où ils m'expliquaient que clairement, pour vétérinaire, eux, ils allaient préférer un étudiant qui a peut-être 14-15 de moyenne, mais qui a déjà fait des stages, qui a déjà été en contact avec des animaux malades, qui a déjà vu des opérations, plutôt qu'un étudiant qui a 17 de moyenne, mais qui a jamais vu de sang et qui risque de les lâcher en fait au bout d'1 an parce que en fait c'est pas du tout ce qu'il imaginait. Alors, c'est quoi une petite question là par rapport à la langue d'abord. Est-ce que les élèves, parce qu'on disait que parfois il y a la première année par exemple en français et puis après on passe en portugais, est-ce que ça veut dire qu'il faut encourager les lycéens à directement commencer à apprendre le portugais s'ils visent le Portugal, à apprendre le grec s'ils visent la Grèce, à apprendre. Est-ce que ça c'est une stratégie? Est-ce que vraiment les élèves arrivent en 1 an, 2 ans, 3 ans à un niveau qui va effectivement leur permettre de... Alors, pour ce qui est du Portugal, là, c'est vraiment propre à ces programmes qui ont été mis en place par GEDS. La première année en français, et de toute façon, ils ont mis en place, il y a des cours de portugais pour les étudiants français pour qu'ils aient le niveau de portugais requis. Donc, de toute façon, ils les forment. Pour ce qui est de l'espagnol ou du croate ou autre, normalement, ce qu'il faut, c'est avoir un niveau B2 à la fin de la 2e année. Quand ça fait 2 ans qu'on vit en Espagne, normalement, le niveau B2, on l'a. Sauf si on est resté entièrement entre Français et à l'étranger, mais normalement, donc le B2, ils l'ont, surtout qu'ils ont des cours sur place. Le grec, c'est sûrement un peu plus compliqué parce que c'est une langue plus compliquée, je pense, à apprendre avec l'alphabet, etc. Mais bon, on leur demande pas de l'écrire, on leur demande d'être capable de le parler. Donc, ils ont également des cours à destination des étudiants internationaux. Eh ben alors, comment ça marche pour travailler avec vous? Voilà, nous Anywhere Uni, on se place sur l'ensemble des destinations anglophones, francophones, un peu à l'international, tout type de filière, tout type d'université. On n'est pas affilié directement à des universités. Vous avez une posture qui est un petit peu différente, mais voilà, moi, dans le domaine médical, ça me semble intéressant parce que c'est des programmes qui ne sont pas forcément faciles d'accès et qui ne sont pas forcément faciles à naviguer en termes de, voilà, d'équivalence, de type de dossier, etc. Donc, comment ça marche? À quel moment est-ce qu'il faut vous contacter? Quelles seraient les étapes avec vous? Donc, j'ai mis le lien, hein, n'hésitez pas à remplir le formulaire si vous êtes intéressé. Donc, quoi, quel serait, est-ce qu'on vous contacte en seconde, en première, en terminale? Alors, dans un monde idéal, on nous contacte en première.
voire en seconde. Mais en première, c'est bien, parce qu'en première, ça veut dire que vous avez déjà vos spécialités et vous choisirez les bonnes spécialités en terminale. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'étranger, la plupart du temps, les inscriptions sont assez tôt. Ça va souvent s'ouvrir en octobre-novembre de l'année de terminale et les dossiers vont être traités au fur et à mesure. Donc, il y a certaines universités qui vont prendre des dossiers jusqu'à juillet, mais il y en a certaines qui sont pleines déjà à partir de janvier. Donc, les étudiants qui arrivent actuellement, qui sont en terminale, parce que ils ont fini Parcoursup et ils se sont dit, tiens, je vais aussi tenter l'étranger, il y a beaucoup moins de possibilités. Ceux qui attendent aussi les résultats de la PASS, de la première année de médecine, qui vont avoir lieu en mai, ils vont arriver, il y aura, en fait, plus on attend, moins il y a de possibilités. Donc, il y aura toujours des possibilités de partir, mais plus on s'y prend tôt, plus on a d'options ouvertes. Donc, l'idéal, c'est de contacter en première, comme ça, on étudie le dossier, on voit un petit peu où est-ce qu'on pourrait postuler, on prépare les dossiers, et comme ça, dès que ça ouvre, à chaque fois qu'une université ouvre ses inscriptions en novembre ou décembre, moi, je suis dans les starting blocks et je mets les dossiers dans les premiers. Comme ça, les étudiants peuvent tout de suite avoir leur offre. Ce qu'il faut savoir aussi à l'étranger, c'est que les inscriptions sont tôt, mais vu que c'est des études qui sont très demandées, contrairement aux autres études, commerce, ingé ou autres, si l'étudiant a une offre, on va lui demander de payer des frais de réservation pour bloquer la place. Parce que vu que c'est très demandé, justement, ils ne veulent pas bloquer la place pour un autre étudiant. C'est des frais de réservation qui sont souvent assez élevés pour vraiment être sûr que l'étudiant ne va pas juste bloquer partout et puis ne jamais venir. D'accord. Ouais, ça, c'est important à savoir. Donc, c'est bien de faire ce travail-là plutôt en première pour être assez sûr de soi et se dire, si j'ai une offre là, je sais que c'est mon top choice. C'est ça. Donc, l'idéal, c'est un étudiant qui sait un peu ce qu'il veut faire en première et qui est sûr que c'est son premier choix de partir à l'étranger. Et là, pour ces étudiants-là, c'est parfait parce que du coup, ils vont avoir une offre en janvier-février. Au moment où ils doivent remplir les dossiers Parcoursup, ils savent déjà que de toute façon, peu importe ce qu'ils vont avoir sur Parcoursup, ils savent qu'ils peuvent aller à l'étranger. Donc ça, c'est aussi assez rassurant. Par contre, s'ils attendent trop, obligatoirement, les possibilités seront moins larges. Et au niveau de la préparation des tests, est-ce que tu dirais que il n'y a pas beaucoup de préparation, c'est des tests plutôt logiques, etc., basés sur là où ils en sont dans leur curriculum de toute façon, ou est-ce que c'est vraiment des choses à planifier, notamment sur l'été de première, et qu'il y a un vrai planning de révision à mettre en place pour ces tests-là? Alors, chaque université va avoir ses tests internes et à chaque fois, il y a des plateformes où ils peuvent s'entraîner ou voir les annales et clairement, il faut s'entraîner. On ne peut pas juste se dire je viens avec surtout quand on est en terminale, il vaut mieux vraiment préparer ses examens. C'est essentiel. Si vous êtes en première, c'est bien de prendre contact maintenant pour justement avoir une idée un petit peu de où est-ce que vous pouvez aller, où est-ce que vous voulez aller, quels tests vont être à passer, et organiser un peu votre été aussi par rapport à ça, pour mettre toutes les chances de votre côté. Après, il y a également des programmes, pour ceux qui sont un petit peu limites en anglais, il y a aussi des programmes linguistiques à l'étranger où ils font des préparations en plus, cours de anglais médical, de manière à justement s'habituer aussi un petit peu à apprendre les termes techniques, de manière à avoir une petite avance supplémentaire. Ouais, effectivement, parce que oui, si on rentre déjà dans le médical, une chose est d'avoir un niveau d'anglais et puis une autre est d'être déjà capable de... Tout comme ceux qui partent faire du commerce, ils étudient souvent du business English, là, ça va être du medical English. Donc, l'idée, c'est de voir un petit peu. On ne peut qu'encourager les élèves à peut-être écouter des podcasts médicaux, lire des articles de santé en anglais. Ça ne pourra que les aider par la suite, que ce soit pour un Clairement. entretien. Est-ce qu'il y a toujours un entretien ou il y a des universités où il n'y a pas d'entretien? Non, il n'y a pas toujours un entretien, il n'y a pas toujours de lettre de motivation non plus. Il y en a où ça va être des questions de motivation, où il va falloir rédiger des réponses, mais il n'y a pas toujours d'entretien face à face oral. Ok. Et la plupart des universités, là, sont quand même en train de mettre en place celles où on est obligé de se déplacer dans l'université pour passer les tests, sont en train d'essayer quand même de faire en sorte qu'on puisse le faire en ligne. Ouais. La majorité. Il y en a qui obligent encore les élèves à aller se déplacer. Mais la majorité, ça se fait en ligne quand même. Super. Bon, on a fait un bon tour là, Pani. N'hésitez pas, si vous avez d'autres questions dans le chat à les mettre. C'est maintenant, encore quelques minutes ensemble.
Est-ce que tu vois autre chose, Fanny, qu'on n'aurait pas abordé, d'autres conseils Non, alors le plus important, c'est vraiment le timing. Ça reste quelque chose d'essentiel. C'est-à-dire que, ou sinon, en fait, un étudiant qui arrivera j'allais dire arriver trop tard, on n'a plus de possibilités. Ou si on arrive en mai ou en juin, bah, faut peut-être être prêt dans ce cas-là à se dire, bah, je vais faire une année de préparation, où là où on peut trouver aussi des choses intéressantes à faire pour travailler les langues, pour travailler de manière à ce qu'en parallèle, on les inscrive à partir de novembre-décembre et pouvoir avoir une possibilité d'être admis en septembre, donc 2026 pour l'année prochaine, par exemple. Sachant que là, il y a encore des possibilités pour septembre 2025. Mais plus on attend, moins de possibilités? Ouais. ouais. Et donc, oui, donc, c'est le fait de faire une année sabbatique, entre guillemets, c'est pas un souci de démarrer un an plus tard. Non, 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 du tout. Il y a même des étudiants, moi, j'en ai qui justement ratent le coche et du coup, bah, on a différentes possibilités de programme en fonction de ce dont ils ont besoin. S'ils ont besoin de se renforcer justement un petit peu en langue, on peut leur faire des propositions. S'ils ont besoin plutôt de se renforcer en physique-chimie, en biologie, il y a aussi des sortes de mini prépa qui permet en fait après ben, d'arriver et puis ça passe tout seul. Ça permet d'être moins tendu quand on arrive, gagner des fois en maturité, parce que souvent aussi, quand on sort juste du bac, on n'est peut-être pas tout de suite prêt à partir dans le grand bain en université, en dentaire ou autre. Donc, ça peut être aussi des fois des bonnes options de faire tout en faisant l'inscription de manière à être sûr d'être admis l'année d'après, mais faire une année Mhm. à l'étranger. Alors, une dernière question de ma part, parce qu'on a souvent un petit peu des inquiétudes de la part de familles ou d'élèves qui se disent, bah, aller dans les pays de l'Est, Europe centrale, aller en Grèce, voilà, comment ça se passe? Vous qui avez un petit peu de recul avec les élèves qui partent dans ces universités-là chaque année, comment ça se passe pour ces étudiants dans ces universités? Non, ça se passe super bien, ils sont vraiment contents. Et justement, enfin, on souvent, les parents sont un petit peu stressés, mais les étudiants sont très, très vite à l'aise et une fois que les parents viennent les voir, c'est beaucoup mieux. Mais c'est vrai que c'est des universités qui sont loin de chez nous, donc on en parle moins, mais qui ont aussi beaucoup de matériel, des infrastructures et qui ont mis de l'argent, qui ont investi pour pouvoir avoir des programmes de qualité à destination des internationaux. Donc c'est quand même non, ils sont souvent assez rassurés derrière. Et puis, ça reste moins cher aussi, parce que le niveau de vie étant moins cher, ça peut être des options vraiment intéressantes. Bon, écoute, Fanny, merci beaucoup pour ton temps. Bah, Euh, merci à toi. à tout le monde, voilà, n'hésitez pas, je remets le lien dans le chat, n'hésitez pas à garder ce lien-là ou à le remplir tout de suite, ce petit formulaire si vous voulez être en contact avec Take Me to Med School. Si vous avez ce genre de projet, que ce soit vers dentaire, vétérinaire, kiné, médecine, notamment dans des pays de l'Union européenne en anglais ou avec une première année en français quand ça existe, voilà, n'hésitez pas à prendre contact. Vous voyez, ils sont hyper à jour sur tout ce qui existe et puis ils vont pouvoir surtout vous guider assez rapidement par rapport voilà, à votre budget, vos notes, le timing. Ça va vous permettre d'avoir une feuille de route claire et c'est souvent ça la clé du succès, c'est justement de savoir où on va. Suivre les bons, ouais, avoir un bon rétro-planning. Super. Ouais, merci à tous. Merci Fanny. Et Merci. à bientôt tout le monde.